On est ensemble comme toujours, on se retrouve encore aujourd'hui pour analyser les questions d'actualité. En tout cas, merci. Nous devons parler pays. À ce jour, beaucoup d'initiatives sont prises. Est-ce que toutes ces initiatives sont bonnes pour l'intérêt du pays? Est-ce que tout le monde est compétent de prendre les initiatives au nom du pays? Est-ce que nous devons fermer l'œil simplement parce que nous sommes aujourd'hui attaqués, accepter tout ce qui pourrait provenir? En tout cas, merci. C'est autour de ça que nous allons essayer d'analyser afin de vous parler d'abord de violation des cessez-le-feu par le M23. Notre armée a décrié. Est-ce que ça doit être une habitude, une coutume à chaque fois, à chaque instant? C'est le M23 qui défie, n'est-ce pas, ce qui est convenu. Et en fait, contre, on obtempère parce qu'autant de fois, il n'a pas obtempéré. Il avait, en tout cas, violé le cessez-le-feu jusqu'à avancer, prendre Goma. Aujourd'hui, on est à la porte de Bukavu. Alors, pourquoi nous ne savons pas aussi faire le contraire? Pourquoi nous avons créé l'habitude, chaque jour et à chaque fois, de crier comme des petits-enfants? S'interroge alors beaucoup de Congolais. Une question qui va nécessiter en fait un point de vue en termes d'analyse. La deuxième question, c'est en rapport avec la présence de la délégation des évêques de l'ECC, sinon les pasteurs de l'ECC et les évêques de la Senko se trouvent depuis hier à Goma où ils ont échangé avec Corneille Nangaa. Beaucoup de questions des gens, les gens ont cherché à comprendre comment et par quelle voie ils sont arrivés à Goma. Est-ce qu'ils sont passés par le Rwanda? Pourquoi à ce jour, pendant qu'on n'a pas encore enterré nos morts, ils doivent aller échanger avec les bourreaux et ouvrir la bouche et présenter toutes les dents avec joie parce qu'on échange avec Corneille Nangaa? Alors pourquoi est-ce que cette initiative ne serait pas en fait une manière de laver le Rwanda, particulièrement ici Paul Kagame? Pourquoi alors prendre cette initiative à partir du moment où à travers le monde les gens sont en train de penser aux condamnations, sont en train de condamner et penser maintenant aux sanctions? Et alors maintenant, cette initiative, cette démarche des évêques n'est-elle pas une façon, en tout cas, de crédibiliser en tout cas, le M23 et le combat de Corneille Nangaa? Nous allons là aussi analyser avec vous. À la commission du Parlement européen, plusieurs députés ont proposé des sanctions contre le Rwanda. Nous allons en parler. Pourquoi pas aussi parler du procès qui s'est ouvert depuis hier à la Cour d'Afrique, je pense, Cour d'Afrique des droits de l'homme et de peuple, sur la plainte déposée par la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Et là aussi, nous allons en parler parce qu'on vise à condamner le Rwanda par rapport au crime qu'il a eu à poser sur le sol congolais en rapport avec la violation des droits de l'homme. Mais bien avant, merci, il y a un membre de la communauté qui nous a envoyé un message, parce que vous savez, nous lisons tous les messages et nous savons comprendre. Et l'autre nous dit, mais les points de vue que donne Pascal sur notre espace, notre communauté ici, des points info, sont différents lorsqu'il est sur un autre plateau de télévision. Non. Le problème, c'est question d'apprécier maintenant les faits. Pascal, ma particularité, c'est dans l'objectivité. Je suis caractérisé par l'objectivité. Et selon que la situation évolue, si nous sommes forts militairement et qu'aucun village, sinon 2-3 villages simplement sont pris par les adversaires, les envahisseurs, les agresseurs, à ce moment-là, on peut dire, bon voilà, nous avons la force et nous allons les chasser. Mais lorsque nous constatons aussi que nous avons perdu beaucoup de villages, à chaque fois nous perdons des villages, là aussi, on peut pousser aux échanges. C'est selon les temps. Je sais apprécier cette question entre les lignes. Alors, si vous, les membres de la communauté, qui nous suivez depuis tous ces temps,
vous ne savez pas aussi nous comprendre entre les lignes, ce n'est pas une bonne chose. Il n'y a pas deux discours, nous avons un seul discours. De toujours démontrer que ce que nous connaissons aujourd'hui au pays, Félix-Antoine Tshisekedi paye le prix. C'est ce qui a été piégé contre le pays depuis longtemps. L'initiative qu'il a prise de refuser d'échanger avec le M23 au départ, c'était une bonne initiative. Pourquoi? Parce que à travers les échanges, ça se solde par les accords, encore qu'il y a des accords qui sont là. Je vous ai toujours rappelé l'accord de 2009, l'accord ou les déclarations de 2013. C'est un piège contre le pays. Et à chaque fois, on intégrait des militaires de l'autre camp. Et conséquence, aujourd'hui, notre armée est dans les conditions que nous avons aujourd'hui. Et le président de la République a déjà compris, il a refusé cela. Nous l'avons accompagné depuis tous ces temps. Mais il s'est fait en même temps constater que sur le plan militaire, nous faillissons un peu. Et nous devons apprécier la question sur tous les angles. Je ne veux pas être un mauvais conseiller. J'ai aussi démontré ailleurs que, et d'ailleurs, ça a été mon opposition au départ, vous le savez bien, lorsqu'on parlait du sommet conjoint EAC-SADC, je vous démontrais que ceux de EAC sont des malins parce qu'ils composaient des nilotiques. Ils ont fait tout pour avoir ce sommet afin de séduire maintenant la SADC. C'était notre point de vue. Et vous aviez vu vous-même, lorsqu'on prend le communiqué, on nous demande même d'échanger avec le M23 et en même temps échanger avec le Rwanda. Ça veut dire quoi? D'un côté, vous allez continuer avec les discussions de Nairobi, mais en même temps continuer nos discussions de Luanda. Or, lorsque nous discutons, nous continuons avec les discussions de Nairobi, ça veut dire que nous devons maintenant échanger avec le M23. Et sur Bossolo, par exemple, j'ai eu à dire que j'étais mal placé et je n'ai pas compris comment on a pu cautionner. On pouvait opposer notre refus, comme avait fait le vice-ministre de la Défense lors du sommet de CAC à Malabo. Lorsqu'il a constaté qu'on n'a pas, en tout cas, démontré clairement que le Rwanda est agresseur, ses militaires sont sur le sol congolais, je n'oppose pas la signature. Et il a fait une déclaration et par après on a changé le texte. C'est autant au niveau du sommet. On n'a pas condamné le Rwanda clairement, sommet EAC-SADC. On n'a pas condamné le Rwanda clairement. On n'a pas clairement demandé le retrait de militaires rwandais, même si on va dire et par la suite il y aura d'autres rencontres qui vont apprécier la question. C'est là que Pascal disait non, je ne suis pas d'accord. Et j'ai dit pourquoi la première ministre qui était physiquement sur place a pu cautionner cela. Pourquoi le président de la République, même si c'est en vision conférence, on a pu apprécier cela. Est-ce que ce n'est pas objectif de ma part? Je pense que c'est objectif. Je ne veux pas être sentimentaliste. Tout le monde sait que Pascal, bon, mais je ne peux pas être sentimentaliste. Je ne peux pas. Il n'y a pas. Je suis parmi des gens qui défendent les œuvres positives du chef de l'État. Mais je ne serai pas sentimentaliste pour le rendre mauvais service à son stade de temps. Non. C'est un humain, s'il est sur une voie qui n'est pas, en tout cas, bénéfique, c'est normal que, dans ma liberté, je dise que je ne suis pas d'accord. Mais je pense que cette voie-là, le fait d'avoir cautionné ce communiqué, pour moi, ça a été une faiblesse. En tout cas, merci. On se retrouve, en tout cas, merci. On se retrouve. Alors, la première information, avant d'analyser nos questions d'actualité, la première information, c'est aujourd'hui la clôture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Alors, posons-nous la question. Pascal se pose la question. Cette session extraordinaire, sûrement qui a coûté beaucoup d'argent,
a servi à quoi? La question de la guerre au centre. Quel est l'apport finalement de l'Assemblée nationale à cette question de la guerre? Je n'ai rien compris, à part le message des Caméré lorsqu'il parlait aussi, c'est à la porte de Goma, les assaillants sont déjà à Youssi, tout ça. Mais l'apport, c'est quoi? Deuxième information, le pasteur Gili Bokwala a été, en tout cas, appréhendé depuis hier par les services. Et cela fait suite à l'instruction du ministre d'État à la Justice au procureur, afin qu'il soit entendu sur ses propos tenus contre le président de l'Assemblée nationale sur cette question que je viens de parler lorsque Vital Kamerhe avait dit que le M23 est déjà sur Youssi. Youssi, c'est à la porte pratiquement de Bukavu. Et quelques temps après, c'est le porte-parole militaire de cette région qui va fixer l'opinion, nous parler de l'itinérance de son chef dans cette partie, comme qui confirmait que les propos tenus par Vital Kamerhe et le reste n'étaient que des rumeurs. C'était une façon de décourager la population et donc la partie n'était pas prise. Et voilà. C'est autour de ça que nous allons échanger aujourd'hui, autour des questions que nous vous avons présentées. La première, comme nous vous avons dit ici, c'est en rapport avec la violation du cessez-le-feu par le M23. Ces agresseurs ont attaqué le village Youssi, un village à la porte de Bukavu, comme avait déclaré à son temps Vital Kamerhe 2 semaines après. Et à ce jour, ces ennemis de la République ont tenté de prendre Youssi. Est-ce qu'ils ont pris? Est-ce qu'ils n'ont pas pris? Nous nous contentons au point de vue du porte-parole militaire qui a su informer l'opinion que Youssi n'est pas pris, mais simplement ce village a été attaqué par le M23 qui a violé le cessez-le-feu. Youssi, vous avez suivi Vital Kamerhe, c'est à la porte de la ville de Bukavu. Alors, nous nous posons la question. Pourquoi à chaque fois notre armée crie à la violation du cessez-le-feu par le M23? Pourquoi c'est devenu une chanson? Jusqu'à quand ces actes d'impuissance par notre armée? Jusqu'à quand on va continuer à reculer sans attaquer? Pourquoi nous aussi nous ne pouvons pas violer le cessez-le-feu et gagner certains villages et avancer? Pourquoi c'est le M23 qui avance toujours, qui récupère les villages? À quand la riposte rigoureuse plutôt promise par le président de la République? À quand cette riposte? Quand on est à la porte de Bukavu, mais ça crée de panique à Bukavu. Ça crée un désespoir. À quand la riposte? La question que beaucoup se posent, et ce n'est pas à nous, en fait, de donner la réponse parce que nous ne sommes pas dans la stratégie militaire. En tout cas, nous sommes profanes, on ne connaît rien. Mais dans le constat, comme tout le monde, il est de bonne loi que nous puissions nous poser la question. Parce que vous avez suivi le porte-parole, a parlé encore des morts. Il y a des pertes en vies humaines, plus les civils, dans cette attaque à Youssi. Alors, lorsque on continue à perdre les vies humaines, on n'a pas encore terminé à pleurer ceux qu'on avait fauchés à Goma. Et voilà déjà à Youssi, on a perdu encore beaucoup des civils. Et alors la riposte doit traîner encore pourquoi? Est-ce que nous savons imaginer la conséquence si, par malheur, on perdait encore Bukavu? Je crois
que c'est le temps de se déterminer. C'est le temps. Si c'est une stratégie, il fallait laisser que ceux-là commettent une telle violation. Et par après, nous pouvons maintenant riposter, avoir un argument. Ah, là, d'accord. Mais ça ne peut pas être efficace comme argument parce que depuis Kanyabayonga, avant Kanyabayonga, c'est là qu'on avait décrété, en tout cas, le cessez-le-feu. Mais eux n'ont pas respecté ce cessez-le-feu, ils ont violé, jusqu'à arriver aujourd'hui à la porte de la ville de Bukavu. Et vous n'avez su que respecter. Alors maintenant, eux qui ont violé, quelle est la sanction à la violation du cessez-le-feu? La sanction, c'est laquelle? Et si vous violez le cessez-le-feu aujourd'hui, vous aurez quelle sanction? Est-ce que le problème, c'est par rapport à la sanction? Le problème, c'est par rapport aux pertes que vous enregistrez aujourd'hui. Et des villages, et des villes, et des humains. Ou des vies humaines. C'est à opérer le choix. Je pense que le choix est clair. Comment on peut laisser les gens avancer comme ça? Et nous ne savons que crier, nous ne savons que pleurer, nous savons que le concept que je peux employer, c'est lequel? Nous ne pouvons que nous laisser entre les mains de la fameuse communauté internationale. Non, regardez ce que le M23 fait. Non, on n'a pas besoin de ce discours aujourd'hui. On n'a plus besoin de ce discours. Si vous l'aviez tenu hier, aujourd'hui, la meilleure des choses, ce n'est pas le tenir. Les Congolais n'ont plus besoin d'attendre ça. Ça devient trop agaçant. Ça devient trop décevant. En tout cas, merci. J'aimerais bien se réserver un peu parce que c'est le domaine militaire. Mais simplement, ça déçoit beaucoup de Congolais. Le retrait stratégique. Le retrait parce que nous protégeons les vies humaines. Mais vous protégez les vies humaines, mais ils tuent les Congolais. Mais je pense que c'est la meilleure des choses, c'est aller s'en finir une fois pour toutes. Et le reste, nous allons voir après. Et vous allez retirer, ils vont continuer à prendre des villages. Mais c'est quoi ça finalement? La deuxième question d'analyse. Pendant ce temps, pendant qu'on attaque Youssi, les CC et la Senko se retrouvent à Goma échanger avec Corneille Nangaa au nom de la recherche du pacte social et du pacte républicain entre les Congolais. Ils ont été reçus par la délégation de Corneille Nangaa, ensemble avec Corneille Nangaa bien entendu. Le sourire a impressionné beaucoup de gens. On aurait l'impression comme si les gens étaient contents de rencontrer Corneille Nangaa. Même Corneille Nangaa lui-même, visiblement content de rencontrer cette délégation de l'ECC et de la Senko. Les gens se sont beaucoup posé des questions par où ils sont passés. Est-ce que c'est par le Rwanda? Ou est-ce qu'ils ont pris l'avion? Bon, pour arriver finalement à Goma. Autant de questions. Je pense que ce n'est pas ça ce qui est plus important. Ce qui est plus important, ce qui nous intéresse, ce qui a été pertinent pour nous, ce qui est tombé fort à propos pour nous, c'est le point de vue que nous vous présentons ici. S'il vous plaît, suivons d'abord ce que dit Monseigneur Cholet et nous allons revenir après. Et nous allons analyser son propos. Suivons. Nous avons pensé que la FCM 23 a quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. Notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter et en même temps aussi à travers Monseigneur Willy, écouter la population AFC bar M23 représentée par Corneille Nangaa nous a expliqué les raisons de leur agir en les écoutant. Ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là.
On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. On a eu des réponses assez rassurantes qu'ils ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Monseigneur Cholet dit ceci, et vous l'avez suivi. Commençons l'analyse ensemble avec vous, calmement. Il dit, beaucoup d'autres choses pourront être réglées si on était tous autour d'une table. Beaucoup d'autres choses pourront être réglées si on était tous autour d'une table. C'est comme qui dirait, c'est comme qui veut dire que la guerre que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas l'agression, c'est la rébellion. Lorsque c'est la rébellion, ça veut dire que c'est les fils du pays qui ont pris les armes. Et à ce moment-là, entre fils du pays, nous allons échanger et nous allons trouver un compromis parce que nous allons nous comprendre. Ce propos de Monseigneur Cholet, il oublie qu'il s'agit de l'agression. Lorsque c'est l'agression, nous n'allons pas échanger avec l'agresseur au nom du pacte républicain, au nom du pacte social de notre pays, parce qu'ils ne sont pas congolais. Or, le monde entier sait que, à ce jour, le Congo est agressé. Mais pourquoi alors tenir un tel propos? Comment on saura régler le problème lorsque c'est l'agression? Je vais rappeler ici à Monseigneur Cholet. Il est plus âgé que moi. Mais il n'a pas analysé la question politique de plus que moi. Il est souvent autour de ces discussions, ces débats, oui. Mais nous avions eu une spécialisation sur le secteur de la politique. Pascal démontre chaque jour comment le Rwanda est parti de stratégie en stratégie. De l'AFDEL, RCD, CNDP, M23, AFC. Même si vous prenez les individus, tant qu'il n'aura pas atteint ses objectifs, rien ne changera. Ça, c'est le premier point d'ambiguïté dans le discours, dans les propos tenus par Monseigneur Cholet, que je respecte beaucoup. Nous ne sommes pas dans la dynamique de la balkanisation, nous ne sommes pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Il dit, après échanges avec eux, c'est-à-dire avec Corneille Nangaa, ils ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation de notre pays. Je reprends. Après échanges avec Corneille Nangaa et son équipe, ils ne sont pas dans la logique, sinon dans la dynamique de la balkanisation de notre pays. Ah, wow. Là aussi, comme nous l'avons dit, il démontre ici tout ce qui est fait aujourd'hui. Les guerres qui sont menées, ce n'est pas qu'on pense à balkaniser le pays. Et c'est une façon, une fois de plus, de dédouaner le Rwanda. De dédouaner le Rwanda. Alors qu'il y a des accords qui existent, où on a bien voulu que cette partie soit gérée par une police qui serait créée, mais majoritairement composée de Tutsis qui vont occuper la partie, surtout la zone qui sera déclarée sinistrée. La zone est commerciable. On aurait l'impression que Monseigneur Cholet ne comprend pas que ces gens ont travaillé à long terme. Et ils sont allés petit à petit jusqu'à infiltrer l'espace. Monseigneur Cholet ne comprend pas qu'il y a une politique de déportation. On chasse les autochtones et puis on vient installer les soi-disant réfugiés qu'avait déclaré la fois passée Paul Kagame. Et c'est cela
c'est une matérialisation à petit feu de la balkanisation de notre pays. Et affirmer qu'ils ne sont pas dans la dynamique de balkaniser le pays, c'est une fois de plus démoraliser tous les efforts qui sont aujourd'hui fournis à travers le monde entier pour condamner le Rwanda. Ce n'est pas possible. Troisième point. Ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Là, ça choque. Comment on peut dire qu'ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite de nos ressources naturelles? Le Rwanda aujourd'hui, comment il est devenu exploitateur des minéraux stratégiques? Depuis quand? Dans son sol, le monde entier sait qu'il n'a pas ces minéraux. Le monde entier sait qu'il y a un accord que le Rwanda a signé avec l'Union européenne sur les minéraux. Pour exploiter ces minéraux, le Rwanda a tout intérêt d'avoir des protections militaires sur le sol congolais afin de les exploiter illicitement. Et lorsque vous faites consommer à l'opinion, vous êtes monseigneur, vous échangez avec ces gens et vous dites ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite de nos ressources naturelles. Est-ce que ce n'est pas, en tout cas, faire le jeu de l'ennemi? Mais Pascal, je veux dire une chose. Dans la composition de la SENCO, par exemple, le président de la SENCO, c'est Monseigneur Fulgence. Monseigneur Fulgence, c'est l'ami très proche de Moïse Katumbi. Très proche. Ils s'entendent très parfaitement. Est-ce que le jeu ne serait pas à son niveau? Parce que voir comment les gens ont été contents lors de ces échanges, on aurait l'impression qu'ils étaient en train d'atteindre un objectif qui a été planifié sur le temps. Et Nanga s'est même coiffé comme pour dire « Je ne suis plus rebelle comme vous me voyez là. Mon objectif est en train d'être atteint. » Ce n'est pas possible. Les morts. Le monde entier pleure aujourd'hui. Pleure ensemble la République démocratique du Congo. On parle plus de 3000 morts. Ça, c'est ce qui a été provisoirement recensé. Beaucoup d'autres personnes enterrées dans des fosses communes. Vous êtes prélats catholiques. Vous arrivez dans une telle cité, dans une telle entité. Quelle serait la réaction même à travers votre communication? C'est commencer par s'incliner à la mémoire de nos frères et sœurs fauchés par les attaques qui ont eu lieu, attaques occasionnées par les agresseurs dans la ville de Goma. Nulle part dans les propos, on a entendu un point de vue dénoncer ce qu'il y a eu comme perte en vies humaines, ce qu'il y a eu comme génocide, pour ne pas parler du massacre. Est-ce que cette démarche, je dis, le degré de naïveté me dépasse un peu, mais ce propos, il est fort, je ne vais pas l'employer ainsi. Degré de naïveté par les prêtres, je ne vais pas l'employer ainsi. Mais on aurait l'impression que la démarche est très suicidaire contre la République démocratique du Congo. Très suicidaire contre la diplomatie de la République démocratique du Congo. On n'a même pas parlé de l'appui militaire des Rwandais, la présence des militaires rwandais. Même s'il va dire non, nous ne sommes pas partis pour le Rwanda, on parlait. Mais est-ce que vous avez su dire, même devant le micro, qu'il faut refuser la présence des militaires étrangers sur le sol congolais qui tuent vos propres frères et sœurs? Et donc, substantiellement, lorsque vous prenez les points de vue, vous les analysez entre les lignes, vous allez comprendre que on pouvait encourager au départ. Je pensais, moi, que
c'est un projet qui peut nous apporter un peu de bonheur, mais lorsque j'ai suivi les propos, je n'ai pas su apprécier les propos. Alors voilà, un membre de la communauté qui me suit comme ça, il va dire, mais hier vous avez accepté la démarche des évêques, mais aujourd'hui vous vous opposez à la démarche des évêques. Non, nous sommes objectifs. On pouvait accepter lorsque j'avais constaté que sur le plan militaire, nous étions en train de faillir. On peut aussi réfléchir comment trouver solution sur le plan des échanges. Mais à travers ces échanges-là, lorsque nous constatons que le sérieux n'est pas là, comme s'il y a un jeu qui est déjà fait bien avant, nous ne pouvons pas aussi accepter. C'est ça la capacité d'être un bon intellectuel. La capacité plutôt d'avoir des connaissances un peu plus élargies à la compréhension des faits de la société. Ça fait mal parce que là, en tout cas, on crache sur toutes les démarches entreprises aujourd'hui sur le plan diplomatique à travers le monde, où nous voyons aujourd'hui des condamnations partout, dans toutes les instances, qu'on parle de l'ONU, qu'on parle du Parlement européen, qu'on parle des parlements des pays européens, qu'on parle de différentes commissions, qu'on parle du sommet des droits de l'homme tenu en Suisse, qu'on parle, on sent que les gens condamnent l'agression rwandaise. Mais ici, on nous fait comprendre que ils ne sont pas là pour l'exploitation illicite de nos minéraux. En tout cas, non. Monseigneur Cholet, grosse erreur. Pendant ce temps, au Parlement européen, à la Commission du Parlement européen, plusieurs députés proposent des sanctions contre le Rwanda. Quelle contradiction! Soyons sérieux, ne fût-ce qu'une fois, les Congolais. Soyons sérieux, ne fût-ce qu'une fois. Le monde entier nous regarde. À la Commission du Parlement européen, les députés qui ne sont pas des Congolais proposent des sanctions contre le Rwanda parce qu'ils savent ce que leurs pays ont fait avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Et voilà un évêque qui va aujourd'hui affirmer à la face du monde qu'ils ne sont pas là pour exploiter les ressources naturelles. Il dit ceci. Il faut imposer un embargo immédiat sur les minéraux étiquetés comme rwandais pour qu'il rassure le retrait de ces militaires du sol, sinon du territoire congolais. Voilà, ça c'est un député européen. Il n'est pas congolais, mais il sait dire ça. Mais un pasteur congolais, un évêque congolais ne sait pas dire ça. Parce qu'il n'y a pas une exploitation illicite. Non. Et ici, on propose, on sollicite un embargo immédiat sur les minéraux étiquetés comme rwandais parce qu'on sait que c'est des minéraux du sang exploités illicitement sur le sol congolais par le Rwanda en intelligence avec l'Union européenne. 2. Suspendre immédiatement le mémorandum d'accord, la fait des routes en cours d'élaboration avec le Rwanda ainsi que tous les projets stratégiques existants ou futurs dans le cadre de la loi sur les matières premières critiques impliquant le Rwanda. On revient sur les matières critiques, les matières sensibles, que le Rwanda n'en possède pas, qu'il parvient à exploiter sur le sol congolais. Pour y parvenir, il faut maintenant créer l'insécurité. De cette insécurité, il aura sa sécurité pour valablement, constamment exploiter illicitement les matières premières, les minéraux de la République démocratique du Congo. Troisièmement, condamner la poursuite des opérations avec le Rwanda sur les matières premières critiques à son adhésion à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et au retrait de ses troupes du territoire congolais. Voilà les formulations
des condamnations, il y en a encore beaucoup, mais nous avions bien voulu sélectionner au moins 3, des députés du Parlement européen réunis ici en commission afin que des sanctions soient infligées au Rwanda. Cela en contradiction totale aux propos tenus par Monseigneur Chollet dans ces échanges, où visiblement ils ont été très contents d'échanger avec Nanga à Goma. Même si nous pouvons dire qu'en fait compte, on devra échanger parce que Pascal démontre toujours la démarcation entre le sens du dialogue à donner, selon qu'on parle du dialogue avec le M23, selon qu'on parle du dialogue avec le Rwanda. Même selon qu'on parle du dialogue entre Congolais. Dans les émissions passées, vous savez, nous avons démontré tout ça. Mais les propos que nous devons tenir, nous devons savoir les tenir. Parce qu'ici, le monde entier nous regarde. Nous sommes pratiquement au centre de tous les débats au monde. Et nous sommes dans toutes les organisations possibles. Et les plaintes sont déposées par-ci, par-là pour que la cause de la République démocratique du Congo soit entendue. Mais lorsque nous-mêmes, à travers les évêques par exemple, nous tenons des propos sans surveiller leur contenu, leur substance, je crois que nous ne rendons pas service à la nation, même si nous pouvons prétendre être de la société civile afin de réguler notre nation aussi autrement. Merci. Ça fait mal. Depuis hier mercredi, le procès s'est ouvert à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et c'est à Arusha, en Tanzanie. Un procès sur la demande de la République démocratique du Congo contre le Rwanda sur les crimes qu'il a eu à commettre depuis bien longtemps sur le sol congolais. En termes de violation des droits de l'homme, nous avons obtenu gain de cause en Suisse et nous devrons aussi l'obtenir ici en Afrique. Cette cause est défendue par quelques juristes de la République démocratique du Congo. Je cite ici le professeur Ntumba Luaba, je cite ici Maître Sylvain Lumo et d'autres bien entendu. Ils ont valablement présenté la requête, avec pertinence d'ailleurs. Mais lorsque les avocats rwandais ont pris parole, c'est des dilatoires sur dilatoires. Ils vont chercher à mettre en cause ou à demander à la Cour de se déclarer incompétente. Ah, mais comment la Cour doit se déclarer incompétente? Et nos avocats ont davantage argumenté, démontré comment la Cour est suffisamment compétente et elle doit rendre justice à la République démocratique du Congo. Déjà, on comprend. Le fait, dès le début, chercher maintenant à présenter les exceptions, ça voudrait dire pour le Rwanda qu'ils sentent que la cause est déjà en avance perdue. Donc il faut maintenant chercher à bloquer l'évolution du dossier dès le début. Mais ça devient difficile. Et nos avocats ont répliqué, ont démontré l'impertinence de tous les arguments alignés par les avocats rwandais. Et cela a l'avantage du pays. Et nous pensons que nous avons des arguments aussi soignés, nous avons des preuves conséquentes que nous allons exhiber, nous allons présenter pour que la Cour puisse apprécier et en fait compte rendre justice à la République démocratique du Congo en condamnant le Rwanda. On n'y est pas encore, on attend que la Cour se prononce sur cette exception soulevée par le Rwanda, mais nous pensons bien que la Cour ne va pas se déclarer incompétente, le procès va continuer et déjà on aura compris alors qu'ils sont déjà perdants
dans ce combat. En tout cas, merci. On arrête notre émission aujourd'hui à ce niveau, tout en vous remerciant et vous solliciter, comme toujours, de partager très suffisamment notre émission. Ce lien, dans le cadre de notre espace, vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on parle, en tout cas, objectivement, notre pays et pas ailleurs. C'est ici. Soyez encore très nombreux. Soyons nombreux. En tout cas, merci. Au revoir.